Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Femmes Corpo, le podcast vidéo pour toutes celles qui naviguent dans le monde du business. On est 3 entrepreneuses et on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Vous savez, les femmes corporate, ces femmes qui naviguent à l'intérieur des systèmes, qui se font une place dans leur comex ou au dernier étage de leur tour et qui font bouger les choses, qui font avancer les lignes de l'intérieur, depuis l'intérieur des systèmes. Mais la question, c'est pourquoi on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Pendant 4 mois, avec Julia et Flora, on est au cœur de Paris dans une résidence Covivio pour réfléchir à l'avenir du travail. Et comment réfléchir à l'avenir du travail sans porter une attention particulière à la place des femmes dans cet environnement. Parmi les thématiques qu'on va aborder, il y a par exemple, quels sont les avantages d'une vie corpo? Ou encore, est-ce que c'est possible d'avancer dans un environnement si codifié? Au travail, l'habit fait-il le moine? Est-ce qu'on doit dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Est-ce qu'on peut être vraiment soi-même au travail? Ou comment on obtient ce que l'on veut? Ou encore, comment conjuguer vie de travail et vie de famille? On va donc recevoir plein de femmes corpo, talentueuses, engagées, militantes, qui vont répondre à toutes nos questions et surtout nous donner des conseils pour naviguer en entreprise. Sophie Bora, bonjour. Bonjour Julien. On est ravis de te rencontrer et de te recevoir dans ce nouvel épisode de Femmes Corpo, qui est un podcast, ça y est, qui commence à s'installer les filles là. On est bien là. Ici, on aime l'indépendance et la spontanéité. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter comme tu l'entends, comme tu le veux? Ok. Alors moi je m'appelle Sophie Ibora, je suis toulousaine. Je viens de l'Occitanie. C'est une terre qui m'est très très chère. Je le cultive, je fais exprès. Je veux pas perdre cet accent-là. Et puis voilà, je viens du monde de l'entrepreneuriat à la base. J'ai eu une agence de communication pendant 14 ans à Toulouse. Et puis ensuite, j'ai décidé de me mettre en indépendante, de rejoindre des groupes de médias. Et donc, je suis à Paris depuis 4 ans, 4 ans, je crois. Okay. J'ai rejoint un groupe qui s'appelle La Tribune, qui est un journal économique. Voilà. Est-ce que ça te va ou tu veux que j'aille C'est bien. Moi, ça me va parfaitement. Et tu es directrice de l'engagement. Et je suis directrice de l'engagement. En quoi ça consiste? Ouais, on ne comprend pas sur le truc. C'est un poste, c'est une mission, puisque moi je suis en indépendante, c'est une mission que j'occupe auprès de la direction du groupe en fait, pour faire plusieurs choses. La première mission, c'est de s'occuper des questions de mixité, de diversité, d'inclusion à l'intérieur du groupe. La deuxième mission, c'est d'accompagner les rédactions sur ces questions. C'est-à-dire faire en sorte que dans notre journal, en ligne, on voit des femmes, on voit des gens issus de la diversité, etc. Et puis ensuite, la troisième mission, c'est de concevoir des programmes éditoriaux sur ces questions, des podcasts, des émissions TV web, des événements sur ces thématiques. Voilà, c'est assez large, ça tourne toujours autour de l'engagement, donc mixité, diversité, inclusion. Et on aime bien poser cette question aux femmes corpo parce que pour nous, les représentations sont très importantes. Est-ce que dans ton enfance, dans ton adolescence, tu avais des exemples, des modèles de femmes corpo qui avaient des grands postes dans des gros groupes? Alors, pas dans les groupes, pas dans le privé. Moi, je viens d'une famille qui était assez engagée politiquement. Et donc, moi, j'ai le souvenir de rôle modèle, ce qu'on appelle les rôles modèles, plutôt dans un engagement politique ou associatif. Chez nous, on n'était pas très entreprise privée. J'ai un père médecin, j'ai une mère sage-femme, et donc bon voilà, l'entreprise c'était pas trop le modèle de la maison. En revanche, je te dis, j'étais entourée de femmes, pas mal, et d'hommes évidemment, engagés politiquement. C'est ça, moi, dans ta famille? Ma référence. Dans ma famille, et donc, a fortiori, dans mon entourage, puisque mes parents étaient très engagés dans des assos, dans des groupes politiques, etc. Et donc, moi, mon quotidien, c'est ça. C'est d'aller aux réunions politiques, c'est de recevoir des gens, etc. Et il y avait une femme politique particulièrement? La mienne, ma mère, qui était qui a été députée. Elle a travaillé d'abord dans des collectivités locales, territoriales, etc. Donc déjà le premier modèle c'est celui-là. Voilà. Et puis tout ce qui était autour, donc ses collègues, les élus, etc. Donc moi j'ai grandi là-dedans en fait. Et donc, tu as une expérience d'entrepreneuse, oui. Tu as monté ta boîte, ton agence de communication, et ensuite tu es
tu es rentrée dans une boîte, quoi, dans un groupe qui est donc la Tribune. Qu'est-ce qui a fait que tu passes d'entrepreneuse à salariée d'un groupe? Ouais, alors je suis pas salariée justement, et c'est ça la nuance. C'est-à-dire que moi j'ai un parcours où en fait je n'ai été salariée que les 2 premières années après mes études. Ouais. Tout le reste du temps, j'ai 53 ans. Comme moi. Enfin, j'ai été salariée 2 ans et Ben après, voilà. ciao. Moi aussi. Voilà, tout le reste du temps. 2 ans, après, c'était au revoir. Et aujourd'hui, C'est ça. femme corpo. Et aujourd'hui, femme libre. Donc, je suis une femme corpo, mais libre. Donc en fait, effectivement, je travaille beaucoup pour ce groupe, pour la Tribune. C'est presque 80% de mon temps, mais pas que. Et moi, j'ai choisi une vie d'indépendante. D'accord. Voilà, parce que pour moi, l'indépendance et la liberté, c'était très important. Ce qui n'empêche pas d'avoir un regard corpo, justement, quand tu es adossé à un grand... Et toi, qui avais tous ces modèles politiques autour de toi, pourquoi tu n'as pas voulu faire de politique et pourquoi tu as choisi le monde de l'entreprise? Écoute, Pour t'engager. c'est une super question, ça. C'est une super question. Peut-être que j'ai voulu faire différemment par réaction, parce que, bon, on va pas s'étaler, mais quand tu es la fille de quelqu'un de très engagé, eh bien, tu vois pas souvent ta maman, elle est très... et donc peut-être que ce monde de la politique que je trouvais quand même dur, parce que j'ai vu ma mère évoluer, surtout que cette génération-là était encore moins dans la politique. Et donc j'ai vu un petit peu que c'était pas simple. J'ai voulu peut-être m'en éloigner. Mais en tout cas, j'ai gardé cette base commune, c'est l'engagement par contre. Et je m'étais dit, à faire quelque chose, peu importe où que ce soit, il faudra que ce soit quelque chose d'engagé. Et est-ce que l'ambition rentre dans tout ça? Est-ce que tu dirais que tu es une ambitieuse? Ça dépend à quel sens tu entends le mot ambition. Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil. Ambition, c'est toujours connoté, ce qui est bête, à mon avis, dans un truc, quelqu'un qui a les dents qui rayent le parquet, qui veut tout, en écrasant tout le monde. Ouais, évidemment. Ambitieux, c'est plutôt Ambitieuse, un mec, ouais, voilà. Moi, évidemment, je suis une grande ambitieuse, mais je suis une ambitieuse pour tout ce que je vis et tout ce que je fais. Donc, si je m'engage, j'ai l'ambition que ça serve à quelque chose. Si je travaille auprès d'un client comme la Tribune, j'ai l'ambition de réussir ma mission. Donc oui, 100 fois oui, je suis très ambitieuse à condition, et c'est ce qui a toujours guidé ma vie professionnelle et personnelle, que je sois en phase avec ce que je défends. Voilà, l'alignement pour moi, ça a toujours été quelque chose d'essentiel. Ouais. Et donc quand tu travailles dans l'entreprise, être aligné quand tu es dans l'associatif, dans le politique, etc., bon, on peut se dire c'est facile. Dans l'entreprise, c'est plus difficile. D'accord. Parce qu'il faut comment convaincre. on est aligné, justement? Comment on est aligné en entreprise, sachant qu'on doit quand même suivre une ligne directrice un peu déjà bien implantée en fait dans le monde corpo? Je crois que c'est d'abord d'être en capacité de jauger si l'action que tu proposes va être suivie. C'est-à-dire voir si c'est pour faire joli, si c'est de la com, ou si on te contacte parce que tu représentes quelque chose et que donc, etc. Ou si vraiment les dirigeants en face ont envie de faire bouger les lignes. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est pratiquer cette collaboration, voir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, pourquoi c'est pas fait. Donc, et jauger si toi, tu es toujours dans l'action, c'est-à-dire dans une vision de progression, et où tu peux quand même comprendre un certain nombre de choses. Quand on est engagé, il ne s'agit pas d'avoir des visières et de dire si c'est pas bien fait, je me casse. C'est pas ça le truc. C'est de voir, voilà, la bonne volonté, les moyens qui sont mis en face, et de voir, on part d'un point A, quand on arrive au point B, et si on peut aller au point C, etc., etc. Donc c'est toi qui le juge. Je crois que si j'étais pas en phase avec ce que je fais, ou en tout cas les gens pour qui je travaille, ouais, je serais capable de partir. Donc tu dis que quand on est directrice de l'engagement, on s'occupe à la fois des équipes, il y a une partie quand même assez ressources humaines, de voir si les équipes fonctionnent bien ensemble, si tout est respecté sur le plan des diversités, etc. Et de l'égalité femmes-hommes, bien sûr, l'égalité professionnelle. Oui. Et aussi dans la ligne éditoriale du média. Est-ce que, honnêtement, parce que je sais que tu es une femme corpo très sincère et honnête, en 2024, tu rencontres encore des freins, encore des blocages quand il s'agit de porter la voix d'une femme, ou alors, et d'ailleurs, je trouve ça toujours bizarre, c'est pour ça que de mettre les diversités et les femmes dans le même panier, puisque les diversités, c'est des minorités, or les femmes, c'est 1 personne sur 2. C'est vrai. C'est toujours un peu bizarre. bizarre. C'est pour ça que je dis mixité, diversité, inclusion.
inclusion. Ah voilà, Je mixité, le mais, sépare. mais après on rentre dans un jargon corporate, mais c'est C'est pas grave clair. parce qu'on est dans Femmes Corpo. C'est clair. Donc les femmes qui nous regardent vont suivre. C'est clair. Il y a mixité, il y a diversité, il y a inclusion. Est-ce que sur un de ces volets, tu rencontres encore voilà, des freins, des habitudes culturelles un peu bizarres? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu as des exemples à nous donner? Oui, il y a des exemples quand on travaille avec les rédactions, par exemple. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, même si on progresse, la majorité des rédactions des journaux ou des médias français sont dirigées par des hommes. C'est un fait. Bon. Et ensuite, tu as des réflexes. C'est-à-dire que moi, ma difficulté, c'est que même si toutes les rédactions, tous les journalistes sont convaincus sur ces questions, évidemment, il n'y a pas de frein de mauvaise intention. Il y a des freins avec ce qu'on appelle des biais. Ça y est, j'y arrive. Des biais. C'est-à-dire qu'on a le réflexe dans les rédactions, par exemple, quand on traite un sujet, d'aller appeler pour faire témoigner, ou en tout cas, d'abord des gens qu'on connaît, donc des gens qui sont plus proches de son sérail, et en général, des gens qui sont très identifiés dans les médias, qui ont l'habitude de prendre la parole dans les médias, et on n'a pas ce réflexe d'aller sourcer, d'aller voir, mais tiens, sur tel sujet, essayons d'aller voir si une femme, si quelqu'un issu des quartiers, voilà, a un avis sur la question. Et ça, c'est encore un frein, encore une fois, non pas par mauvaise volonté, mais par réflexe et par biais. Donc oui. Par facilité aussi, peut-être. Par facilité aussi, et parce que, c'est pas pour les défendre, mais quand tu as un journal économique, la vérité, c'est que la majorité des acteurs encore aujourd'hui, que ce soit des patrons de grands groupes, etc., on le sait, ce sont des hommes. Ouais. Donc le réflexe, c'est aussi d'aller parler avec des hommes, d'inviter des hommes, de parler avec des hommes. Et donc, c'est très compliqué de les pousser et de leur dire, mais cassez les schémas, regardez ces femmes qui ont des choses à dire. Et ça, c'est aussi mon job, c'est-à-dire de proposer des femmes qui sont tout à fait légitimes pour prendre la parole et pour qu'on les Oui, voit. et faire monter des sujets, Exact. Des sur sujets. la diversité, l'inclusion, Est-ce que les etc. femmes Pas se que. laissent interviewer? Elles se laissent interviewer. On dit beaucoup, oui, mais moi j'invite des femmes et c'est elles qui veulent pas. Moi, j'y crois Voilà, pas. qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est ça que je trouve Non, intéressant. moi, j'y crois pas à ça. Je suis bien consciente qu'il y a un phénomène d'autocensure, probablement, qu'on doit, nous, les femmes, vaincre un certain nombre, pareil, de biais qui viennent de la culture. On nous a dit, Le plafond sois de verre, douce, etc. ça, et puis ne te mets pas en avant, sois douce, laisse parler les garçons. Bon, voilà, on l'a. Non, mais en tout cas, dans ma génération, c'était encore ça. Bien sûr. Donc, mais je ne crois pas fondamentalement. Ce que je vois et ce que je crois, c'est que les femmes prennent la parole à condition, quand elles considèrent qu'elles maîtrisent parfaitement le sujet. Ce qui n'est pas le cas des hommes. Alors, dans Femmes Corpo, on adore donner des conseils vraiment pratiques pour les femmes qui nous écoutent. C'est vrai que quand on se sent un peu illégitime pour prendre la parole, que ce soit dans un média, bien sûr, dans le cas le plus haut, mais que ce soit même devant ses collègues ou Bien dans sûr. son entreprise ou voilà, dans sa vie quotidienne, Bien sûr. c'est quoi le... Alors, moi, personnellement, je dirais que le meilleur moyen de le faire, c'est de regarder ceux qui ont l'habitude de le faire et de se demander si on est moins compétente qu'eux. Parce que moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans les médias et en politique, c'est qu'avant, les gens sur les plateaux, ils me disaient « mais tu dis n'importe quoi ». Et je me disais « bah en fait, s'il dit que je dis n'importe quoi, c'est que je dis n'importe quoi ouais. ». Et donc, je me taisais et je baissais les yeux et après, j'attendais que ça passe. bien sûr. Et à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pris confiance en moi et j'étais mais toi, tu dis n'importe quoi. Et en fait, le sujet, c'était plus tellement qu'est-ce que moi je raconte, mais à côté de qui? Et tu vois, pareil, si on regarde la classe politique, vu que toi, t'aimes bien ça et que tu viens d'une famille politisée, si on regarde la classe politique, quand on voit, alors sans faire de généralité, mais certaines personnes qui nous gouvernent, c'est pas toujours les meilleurs du panier. Ça, c'est sûr. Donc peut-être qu'il faut. Le sujet, c'est pas est-ce que nous, on a toutes les compétences cochées pour prendre des responsabilités, dire des choses, Bien parler, sûr, prendre la bien parole. sûr. C'est plutôt quand nous on fait du bruit, à qui on prend de l'espace C'est ça. sonore. C'est ça. Et voilà. Est-ce que toi, tu as un conseil en particulier à donner? Et le conseil, c'est franchement d'accepter de ne pas être experte de tout. Et d'accepter, c'est ce que je disais tout à l'heure, de prendre la lumière. C'est un vrai travail chez les femmes encore, ça. Le fait de prendre la lumière, le fait d'être mise en avant, le fait de... Donc ça, et puis ensuite accepter de se tromper, on s'en fout en fait. Ouais, je suis d'accord, j'aime bien ça, cette idée de, on fait tous des erreurs, on peut aussi se tromper. Mais voilà, Enfin, quoi. c'est On s'en fout. qui disait que les femmes, faut qu'elles remplissent tous les critères d'un poste Ben, de travail C'est Marlène Schiappa, d'ailleurs. C'est ça.
On vous conseille l'épisode, il est génial, l'épisode qu'on a fait avec Marlène. Ouais, Où super. en fait, elle nous dit, elle travaille à trouver des femmes qui pourraient devenir des femmes patronnes du CAC 40. Ouais, tout à fait. Puisque Active. aujourd'hui, il y en a 3 sur 40, rappelons ce chiffre. Et elle dit qu'en fait, on attend beaucoup plus de critères chez une femme Bien sûr. que chez un homme. Ouais, C'est clair, c'est active. Hein. C'est ouais ça. active. Et même les femmes ne vont pas prendre des jobs si elles remplissent pas chacun des critères, là où potentiellement un homme, au bout de 2 critères, Ouais, se dit ça, et c'est pourquoi vraiment- pas. Et C'est alors, vraiment un ceci des- dit, moi, j'ai parlé avec pas mal d'hommes, par hasard, Ça t'arrive. qui m'ont dit « Ah, moi, ça y est, je recrute plus que des femmes. » J'ai dit « Ah bon, pourquoi ?»« Ah bah franchement, elles sont meilleures, c'est beaucoup plus facile de travailler, il n'y a pas de combat de coq parce que moi, j'ai pas le temps, j'ai la flemme. » Notamment des entrepreneurs qui ont des petites structures, tu vois, et qui ont vraiment envie que les choses se passent bien. Et du coup, en fait, ouais, on pourrait se dire que c'est pas aux femmes de se comporter comme les hommes, c'est plutôt aux hommes de se comporter comme les femmes. Ouais. Et en fait, il y a aussi une limite, je trouve, on va créer plein d'espaces de femmes pour qu'on prenne le pouvoir, qu'on prenne la parole. Femme Corpo en est un, ton podcast Les Héritières en est un autre. Et en fait, on va pas juste aller voir les hommes. Parce qu'en fait, ce podcast, je pense qu'on est vu à 90% par des femmes. Donc, on va pas aller voir les hommes et leur dire maintenant, en fait, regardez comment nous on fait parce que je crois que c'est mieux. Je suis d'accord Désolée, avec toi, je vous mets Flora. des tunnels depuis tout à l'heure, donc allez-y, hein. C'est une conversation. Mais non, je suis complètement d'accord. Après, il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est que je ne suis pas non plus. Toi, tu disais, ce chef d'entreprise, tu disais, maintenant, je n'embauche que des femmes. Parce qu'elles sont meilleures. Je ne sais pas, moi, si les femmes sont meilleures. Et je fais très attention à ça, tu vois, de la même façon qu'on dit Bien que les sûr. hommes sont meilleurs, je ne vois pas pourquoi les femmes seraient meilleures. Donc, il faut faire gaffe aussi à ça. C'est très important. Moi, je crois beaucoup à la mixité, à l'équilibre. Je ne crois pas à une espèce de truc où les femmes devraient obligatoirement bénéficier de... La seule chose qu'on demande, c'est à minima qu'elles aient les mêmes droits, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et puis ensuite, voilà, leur laisser un espace d'expression. Puis après, elles se planteront comme les hommes, probablement. Mais surtout, le gros warning, c'est de se dire que c'est un combat féminin, le combat des droits des femmes. Je sais pas ce que tu en penses. Ah non, mais évidemment que c'est tellement pas un combat féminin, c'est un combat universel. Et puis d'ailleurs, je pense que l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, elle n'est possible que si les hommes s'y mettent. Hein. Franchement, parce qu'on va ramer quelques années si on n'est que des nanas à défendre ça. Donc moi, je suis très attachée à l'universalisme, au fait que les hommes doivent être féministes. Et il y a plein d'hommes féministes. Bien sûr. Franchement, moi, il y en a qui sont machos, évidemment, mais il y a plein d'hommes qui le sont. Et à la tête des entreprises, c'est très important. Donc, puisqu'il y a plus d'hommes à la tête des entreprises que des femmes, c'est eux qui vont pouvoir faire bouger les lignes. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, il faut faire gaffe à ça. Évidemment que le féminisme n'est pas un combat de femmes pour les femmes. Ça, j'y crois pas. Moi, je me suis lancée vers 2018 dans la RSE. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait aucun problème à parler de féminisme en entreprise, à parler de diversité, d'inclusion, parce que là, on parle de féminisme et toi, ton poste, il est plus large. Sur l'inclusion des diversités et des minorités. Et à l'époque, c'était un truc normal, il fallait que les entreprises avancent. Alors parfois, elles avancent un peu lentement ou elles traînaient un peu la patte, mais c'était le chemin et c'était un peu logique. Il y a, toi, dans les médias, tu dois en plus le voir encore plus que dans d'autres secteurs. Il y a une vraie propagande d'extrême droite dans le débat public au point de dire que, typiquement, dans un cadre professionnel, la semaine dernière, on parlait d'une entreprise de femmes en insertion qui avait permis de faire quelque chose et on nous a répondu « Ah ouais, c'est wokiste votre projet ». Genre, voilà, donc alors que c'était des gens qui n'étaient pas du tout politisés, enfin voilà, mais il y a une vraie désinformation sur qu'est-ce que la diversité et l'inclusion en entreprise. Est-ce que ça veut dire qu'on va couper la tête de tous les hommes pour mettre des Noirs et des Arabes ou alors, enfin voilà, non mais parce que tu lis des trucs parfois sur les réseaux, pas possible. Il y a aussi vraiment une influence sur les femmes qui feraient mieux de... En fait, si les femmes n'ont pas des postes de responsabilité, c'est parce qu'elles font mieux de s'occuper de leurs enfants ou de... Enfin, on lit toutes ces choses. Il y a une jolie vague en sur ce les moment. réseaux sociaux. Mhm. Et c'est une vague voilà, qui est organisée et structurée. Mhm. Est-ce que toi, tu as peur que les droits des femmes soient en recul dans les entreprises? Et est-ce que tu penses que cette influence culturelle, elle va pénétrer justement sur les politiques RSE qui étaient bien initiées par les entreprises?
Alors, j'ai envie de te répondre, réponse de Normand, oui et non. Moi, j'ai peur pour les droits des femmes quand je vois, en dehors de l'entreprise, on peut revenir à l'entreprise, mais les droits des femmes dans le monde. Donc, j'ai un drôle de goût amer qui est ambivalent parce que, d'un côté, je vois bien que l'égalité entre les femmes et les hommes avance de façon concrète sur beaucoup, notamment en entreprise d'ailleurs, et dans le monde économique, etc. Et d'un autre côté, évidemment, je vois un recul et une espèce d'idée générale dont tu parlais, où on remet les vieux relents de les femmes à la maison, et puis ce qui se passe en Afghanistan, en Iran, enfin bref. Donc tu vois, je suis très embêtée parce que j'ai l'impression qu'on avance et en même temps, j'ai l'impression qu'il se passe un truc hyper dangereux qui ferait que toutes les avancées pourraient être remises en question du jour au lendemain. Tu vois, aux États-Unis, l'élection de Trump aux États-Unis et de voir ce campagne qui quand même s'est forgée sur les hommes contre les femmes, c'était incroyable. C'est la première fois qu'on voit ça, avec des poussées de masculinistes, avec de, tu vois, ça fait flipper quoi. Donc bon, ça c'est un premier truc. Ensuite, dans les entreprises, je crois pas. Je crois que il y a deux facteurs qui poussent à ne pas reculer. C'est d'abord le facteur de la loi, parce que voilà, d'abord les entreprises ont des obligations contre les discriminations à l'embauche, des discriminations de plan de carrière. Il y a un index pénico qui est arrivé aujourd'hui. Tu mesures. Donc il y a des outils législatifs, il y a un arsenal législatif qui fait que pour être discriminant dans une entreprise, c'est dangereux quand même. Il y a un premier truc. Et au-delà de ça, au-delà du cadre légal, je trouve, et d'ailleurs il y a un baromètre qui est sorti d'une communauté qui s'appelle les entreprises s'engagent, qui regroupe 95 000 entreprises en France, qui démontre que les entreprises se sont mis réellement à agir sur ces questions par conviction et non pas par obligation légale. Donc, c'est-à-dire qu'elles dépassent leurs obligations. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Je pense qu'on y est, qu'il faut faire attention, qu'il faut être vigilant, que effectivement, dans une société où les uns et les autres sont de plus en plus clivés, que finalement, on assiste à de l'extrême d'un côté ou de l'extrême de l'autre, évidemment, c'est dangereux. Mais j'ai confiance aux entreprises, notamment aux PME, qui font le job. Contrairement à ce qu'on croit, on dit toujours c'est les grands groupes qui font le job. C'est pas vrai. Les PME, elles s'y mettent à leurs moyens. Elles ont besoin d'aide financière, elles ont besoin d'accompagnement, mais elles s'y mettent. Et donc, moi, je suis assez confiante là-dessus. Rien n'est jamais acquis, en tout cas. Ah non, ça c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est aussi, enfin, je trouve qu'en tout cas, un des mâles du siècle, c'est la difficulté à définir les choses. Et je pense que c'est pourquoi les gens ont du mal à se mettre d'accord sur est-ce que je suis féministe, pas féministe, parce que personne n'a la même définition de ce que c'est qu'être féministe. Or, la définition initiale, c'est que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. C'est ça. À ce moment-là, si on part de cette définition, quelqu'un qui ne serait pas féministe, ce serait quand même, d'une certaine façon, en tout cas dans le monde qui nous entoure, un problème. Mais oui, parce que ça a été aussi un peu détourné. C'est-à-dire que complètement, avec justement le wokisme, etc. Mais voilà, c'est-à-dire que tout est matière à détourner pour décrédibiliser. Et bien sûr. Donc en fait, voilà, la définition que tu donnes, elle est parfaite, c'est celle-là. Mais certains et certaines même ont intérêt à la dévoyer, à dévoyer cette définition pour décrédibiliser. En fait, ce qui est le cœur du truc. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui relève, on n'en a pas parlé, de la peur. En fait, je pense que si, enfin, peut-être que je m'avance trop, mais sentiment aussi que, et je ne sais pas si c'est compréhensible ou pas, mais que les mecs aussi ont un peu peur de ce qui est en train de se passer. Ouais, puis franchement, on peut les comprendre. Mais nous, on comprend tout le temps. Non, mais oui, parce que, non, mais on peut les comprendre parce que, encore une fois, il y a des mouvements féministes, hein, moi, j'ai pas peur de le dire, hein, qui sont ultra quand même. Hein. Si tu écoutes les meufs, franchement... je comprends que quand on est un mec, on peut dire waouh, ça va être compliqué pour moi. Du coup, c'est limite anti-féministe parce que c'est considéré que, moi, je trouve les femmes que c'est contre-productif. Je trouve que parfois c'est contre-productif. T'as un exemple d'un truc que t'as vu, que t'as trouvé contre-productif? Mais tout ce qui est, je le dis, encore une fois, c'est le contraire de ce que moi je prône, c'est l'universalisme, c'est tout ce qui est intersectionnel. C'est les réunions interdites aux hommes, tu vois, ça c'est un truc, moi je le conçois pas. Ouais, mais tu vois, moi je peux pas être d'accord avec ça parce qu'il y a des réunions interdites aux femmes partout, tout le temps. Par exemple, le foot.
Franchement, non mais le foot, c'est une grande réunion Mais il n'y a interdite aux pas femmes. il y a pas une... Attends, Ouais. non, il n'y a pas écrit une pancarte Oui. interdit aux femmes de rentrer dans le Parc des Princes quand il y a le PSG qui joue. Mais la réalité, c'est que quand vous êtes une femme là-bas, enfin, vous faites ce que vous voulez, vous y allez si vous voulez, effectivement. Mais en vrai, c'est une grande réunion non mixte. Mais quand je dis le foot, c'est au sens large. Ça va être au parc, enfin au stade, mais aussi devant la télé quand il y a foot, dans les bars, où d'un coup, ils montent le son et c'est le foot qui prime. Et voilà, et pourquoi pas, mais voilà. Ensuite, il y a des espaces à Paris qui sont interdits aux femmes. Par exemple, l'Automobile Club de Paris, qui est un espace de pouvoir et il en reste un ou d'influence, deux. Il en un reste peu un ou deux. désuet, qui coûte je sais pas combien de milliers l'adhésion, bidule, voilà. Et comment il le justifie ça que c'est interdit aux femmes? Et par ailleurs, non mais bah c'est, je sais pas, enfin, C'est Gentleman's Club, tu vois. Gentleman Boys Club, je sais pas quoi. Ok, ok. Et en fait, moi, ce qui me fait halluciner, c'est que quand on fait un tout petit peu de sororité, on découvre que c'est ce que les hommes font toute la journée, en Ouais, fait. grave. Donc, quand on en fait un peu, on se dit ah bah voilà. Et en fait, c'est aussi un combat. Enfin, je trouve que le truc des réunions non mixtes et tout, c'est aussi un combat des hommes pour nous diviser pour mieux régner et que le patriarcat demeure. Alors c'est pas un combat, il faut pas des réunions comment je suis pas complotiste, comment on va détruire les femmes, c'est pas ça. C'est des biais qui sont dans la tête des gens, etc. Qui est de dire en fait comme on va les mettre toutes les unes contre les autres, bah l'union fait la force. Donc vu qu'elles vont être divisées, elles vont pas réussir à répondre à ce que nous comment on s'organise et comment on se structure. Et moi aussi j'évolue dans les médias un petit peu comme toi. On le voit dans les médias ce truc-là. Oui. Non. Est-ce que, Ouais, enfin, je mais sais pas, hein, je veux c'est pas lancer un débat, mais- le constat, on est d'accord sur le constat, Flora. C'est la méthode pour aller contre ce constat, où peut-être on a une petite différence. Encore une fois, moi je suis pas pour un discours ultra, mais en général en fait, c'est même pas sur le sujet des femmes, c'est la nuance, sur hein. c'est Non, la mais bien nuance. sûr. Et moi je suis une amoureuse de la nuance, etc. Et dans les questions d'égalité femmes-hommes, il faut avoir de la nuance. Sinon, on est mort, quoi. On est mort parce que, encore une fois, on parle beaucoup du mouvement MeToo, on parle voilà, des procès, et c'est tant mieux, et ça y est, on y est, et la parole s'est libérée, etc. Mais gardons un peu de nuance quand même. Essayons de voir, par exemple, il y a eu tout un débat sur la présomption d'innocence. Pardon, mais moi je suis pour la présomption d'innocence. Et je ne veux pas, je ne suis pas d'accord avec le fait de condamner quelqu'un avant qu'il soit jugé. Et on assiste des fois à des choses qui sont un peu limites sur ces questions, sur ces affaires. Même si tu dis, oui, mais si on n'en parle pas, ben, ça sort pas parce qu'il y a eu l'omerta pendant tant d'années. Évidemment qu'il y a des justifications. Mais tu vois, je pense que je suis mesurée sur ces questions et pourtant très engagée, très féministe. Mais c'est sur la façon d'arriver à l'égalité où je pense qu'il faut être un peu plus nuancé. Et si on recentre du coup sur femmes en entreprise, Ouais. est-ce que tu penses que les femmes doivent s'engager? Est-ce que c'est une nécessité Dans l'entreprise? dans la vie, dans l'entreprise? Ah ouais. Tu réponds comme tu veux. Bah ouais, je sais pas s'il faut. Moi, je conçois pas autre chose en fait. Mais oui, s'engager quelle que soit la cause. En fait, il y a rien de tel que l'engagement. Mais l'engagement, il peut être aussi à l'intérieur de l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui font de l'intra-entrepreneuriat. Bon. Donc, on peut faire plein de choses dans une entreprise. Finalement, on a toujours l'image d'une entreprise, surtout des grands groupes, où c'est quelque chose de très structuré, de très fermé, où tu peux pas bouger le petit doigt parce que tu as une hiérarchie. Mais je ne crois pas. Je crois qu'à partir du moment où tu as une idée, un engagement, ou si tu veux faire bouger une ligne à l'intérieur de ton entreprise, tu peux le faire. En tout cas, tu peux essayer de le faire. Et les femmes devraient le faire plus, évidemment, mais elles le font pas mal, je trouve. Et puis certaines peuvent aussi rencontrer l'engagement au sein de l'entreprise. Ouais. Il y a des femmes qui effectivement viennent pas de familles politisées, viennent pas de familles engagées Bien et sûr. qui rencontrent dans des associations intra-entreprises Bien sûr. l'engagement et peuvent voilà rencontrer ça. Bien Donc c'est sûr. aussi très important pour les entreprises de créer ces espaces-là Oui. à l'intérieur pour C'est Voilà. bien sûr s'engager. Et c'est quoi pour toi la recette de l'engagement? Quel conseil tu donnerais aux femmes qui nous écoutent pour s'engager, notamment pour la cause des femmes ou pour d'autres choses? Je ne sais pas s'il y a une recette. Il existe dans notre pays un vivier incroyable, un vivier associatif, de réseaux, de femmes et d'hommes d'ailleurs qui travaillent sur ces questions. C'est peut-être s'intéresser à l'un d'entre eux, pouvoir y participer, y entrer. C'est aussi l'engagement. C'est pas toujours un engagement obligatoirement collectif. C'est aussi l'engagement dans sa propre entreprise, dans son propre univers, dans son propre milieu.
Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ces questions dans notre pays. Beaucoup d'initiatives. Il faut s'y intéresser, y rentrer, y participer, proposer. C'est plutôt facile quand on veut s'engager de s'engager. Il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut de la détermination, parce que c'est pas toujours facile de s'engager, ni par rapport à soi, ni par rapport à son entourage, ni par rapport à son entreprise. Parce que quand on est engagé, on a un avis. On a un avis marqué et on le dit. Et des fois, et parfois, on demande dans une entreprise à ce que on soit consensuel. Donc l'engagement et le consensus, c'est pas tout à fait le même truc. Donc il faut oser. Voilà. C'est difficile, moi, je trouve, de se construire un avis. Enfin, il y a des gens qui ont un peu, qui pensent des choses, mais est-ce que tu as un avis concret sur la question? Moi, je sais que je ressens une grande frustration quand on me demande mon avis sur un sujet et que je n'ai aucune idée de l'avis que j'ai sur ce sujet. Donc, en fait, tu déblatères un petit truc, mais est-ce que c'est vraiment ça ce que tu penses profondément? Bon, voilà. Comment tu as pris la parole, toi? Est-ce que tu penses que pour s'engager, il faut prendre la parole, il faut porter une voix? Et si on porte cette voix, est-ce qu'il faut la porter haut, cette voix? Ou justement, ça peut se faire un peu… Je crois qu'il y a 1000 manières de s'engager. S'engager, c'est pas forcément être au-devant de la lumière, leader, et porter tous les autres derrière. S'engager, ça peut être dans une association, avoir une mission concrète qui fait avancer le public sans pour autant prendre la lumière. Je crois que c'est chacune qui voit ce qui lui correspond. Après, ce qui est sûr, c'est que pour porter un engagement, il faut le faire savoir. C'est-à-dire que si tu restes dans ton petit coin et que tu t'affirmes pas et tu te montres pas, c'est plus compliqué. Mais je crois que chacun peut trouver sa place qui lui correspond. Moi, j'ai voulu, pendant des années, je l'ai fait sans me mettre en avant. Et puis un jour, j'ai dit, il est temps que je le porte. Et puis, je me suis décidée à le porter, et voilà. Mais c'est aussi dans l'évolution de chacun et dans le caractère de chacun, c'est pas une obligation. Si une femme est confrontée dans son entreprise à une situation de discrimination ou même pas de discrimination au sens légal du terme, mais en tout cas une situation qu'elle considère qui n'est pas correcte, voilà, du sexisme ou quoi, c'est quoi pour toi le meilleur qui la concerne elle ou pas elle forcément nécessairement, c'est quoi pour toi le meilleur moyen de réagir? C'est d'en parler, évidemment. D'en parler. Dans toutes les entreprises, tu as même les plus petites, tu as ce qu'on appelle un CSE, donc tu peux rapporter quelque chose, mais c'est le dire, et si ça ne te concerne pas et ça concerne ta voisine ou ton voisin, c'est le dire aussi. Souvent dans l'entreprise comme dans la société d'ailleurs, ça ne nous concerne pas, on n'en parle pas. Si tu es témoin de ça, c'est réagir, c'est en parler quand plus c'est grave, plus il faut en parler de façon, j'allais dire, organisée. Ouais. Mais par exemple, on est dans une réunion et tu es témoin, il y a une fille, je prends cet exemple-là, mais ça peut être un homme, mais il y a une femme qui prend la parole, on lui coupe systématiquement la parole, ou etc. C'est-à-dire que tu es témoin d'un truc qui est clairement sexiste, il faut être capable d'arrêter la réunion, de lui dire, attendez là. Excusez-moi, mais… comment trouver le courage de faire ça? Voilà. Mais tu vois, par exemple, quelqu'un qui coupe systématiquement la parole à une femme, c'est difficile à quantifier. Enfin, peut-être que quand on est une femme corpo et qu'on assiste à ça, on se dit que ça nécessite pas de faire une histoire, on n'a pas envie de se… Non, mais sans faire une histoire, Flora, sans faire une histoire, tu peux le dire très gentiment et sans faire un scandale. C'est de dire, bon voilà, là, ce qui se passe, c'est pas normal, en fait. Et je pense que, tu le fais une fois, tu fais 2 fois, je pense qu'il le fera pas 3 fois, tu vois. Et plus tu laisses passer, en fait, en disant, ouais, c'est pas grave, tout ça, ouais. Et plus ça continue. Donc il faut être capable, et pour soi et pour l'autre, de dire simplement, là, tu vois, c'est pas normal, sans en faire un esclave. Oui, je crois que personne n'a jamais regretté d'avoir dénoncé du sexisme ou du racisme. Je crois que même dans les conséquences les plus… tu vois, on peut tout à fait imaginer, voilà, une fille qui va dénoncer du sexisme, un peu trop souvent au goût des managers hommes sexistes et qui va avoir des conséquences négatives. Mais je crois que on n'a jamais regretté, voilà, d'avoir dénoncé. Et je crois que la vie est plus agréable après que en subissant du sexisme, quoi qu'il arrive. Ça, c'est clair. Et finalement, le secret, c'est surtout la formation des managers, en fait. C'est-à-dire que, en gros, le mieux, c'est d'anticiper ce genre de situation. Si tu as une entreprise qui forme ses managers à ces questions-là, en profondeur, pas juste un atelier de 2 heures, en profondeur, qui explique les biais, qui explique les mécanismes, qui explique tout simplement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Parce que des fois,
on en est là en fait. Tu vois bien que derrière, plus les gens sont formés, plus les managers sont formés, et moins il arrive ce genre de situation. Donc, T'en as subi, toi, du sexisme? évidemment, comme nous toutes, non, dans la vie, évidemment, mais et parfois plus jeune sans m'en rendre compte. C'est pour ça que je parle de biais. Oui, parce que les choses T'as ont une histoire à me évolué aussi. raconter? Une histoire de. D'un moment où tu as subi peut-être du sexisme. Une histoire ou- de sexisme, c'est Au nos histoires contraire. préférées. Non, mais une anecdote où au Ah, bah oui, contraire, c'est vrai. t'as dit quelque chose. C'est enfin, important. Voilà, je pense qu'on a tous une histoire à raconter. C'est important le Moi, concret, par bien sûr. exemple, il y a 3 ans, il y a un gars qui m'a dit j'ai envie de te racheter ta boîte. Par contre, je te préviens, si tu fais un gosse, c'est hors de question. J'étais là. Et en fait, là où le truc a changé, c'est que moi, j'ai rigolé. J'ai dit bonne journée. Je me suis barrée. Enfin, je me suis Bien pas sûr. du tout dit mais il est fou lui ou quoi. Bien Et sûr. après, Tellement j'ai violent. envoyé un message à la personne qui nous avait présenté, qui est une personne assez importante. Et je lui ai dit non mais il a fumé ton pote ou c'est quoi le truc quoi. Moi, j'étais pas du tout embarrassée par cette situation. J'étais là mais on vit où? Mais je sais parce que moi, je suis très bien formée sur ces questions, militante et tout. Donc, toute Bien la sûr. société, on n'est peut-être pas à ce niveau, Bah tu oui, vois. bien sûr. Mais je me suis dit, c'est quand même chouette qu'aujourd'hui, une femme puisse rigoler de sa folie à lui. Ouais, Et que ce c'est soit clair. pas qu'elle se remette en question et qu'elle se dise, ah bah, tu vois. Mais Bien voilà, sûr. je sais pas, toi, t'as une histoire. Non, mais c'est une histoire comme ça. Moi, combien de fois dans des réunions, et ça m'agace, mais à un point, c'est ça. On te laisse pas parler, quoi. J'y croyais pas, moi, à ça, mais en fait, c'est vrai. On ne te laisse pas parler. C'est-à-dire que tu donnes un avis, etc. D'abord, dès que tu prends la parole, et même si tu as la parole officiellement, entre guillemets, tu vois les mecs qui prennent leur portable, ils regardent leur portable. C'est un truc de fou. Ils t'écoutent pas. Et puis après, c'est cette Ouais. capacité à te couper la parole systématiquement, où tu dis, oh, tu me laisses parler, s'il te plaît. Bon, voilà, c'est des petites choses. Après, il y a des choses, évidemment, bien plus graves que celles-là. Et il faut y faire très c'est pas attention. Mais c'est pénible, en fait. C'est pénible. Et pour qu'on arrive vers à la fin du podcast, Ouais, déjà. moi j'avais une petite, ça passe vite, Mm. comme tout. Le maître du temps, Juliette. Grave, vraiment. Le maître des horloges. La petite fille que tu étais à Toulouse il y a quelques années, Et un peu. tu lui dirais quoi? Est-ce qu'elle ferait les choses autrement? Peut-être que j'aurais pu faire les choses autrement plus tôt. Voilà, je lui dirais d'avoir... oh, ça fait bizarre de parler à la troisième personne. Alors, je lui dirais d'avoir un peu plus confiance en elle, en fait. Et d'acquérir cette confiance plus tôt. Parce que je pense que si j'avais été plus sûre de moi plus tôt, j'aurais fait encore plus de choses. Et donc je lui dis, voilà, tu pensais que tu n'y arriverais pas. Et en regarde où fait, t'en es. voilà. Et en fait, c'est pas si mal. C'est perfectible, mais c'est pas si mal. Ouais, je crois que vraiment, enfin moi je me reconnais à donf dans ce que tu viens de Ouais. dire, c'est-à-dire vraiment, enfin vous m'avez pas demandé, mais je vais quand même parler à ma petite Non, non, enfant on te intérieure. demande pas. Mais grave. Quand j'étais Mais jeune. non, mais toi aussi, Et- je veux tout. Non mais c'est ça, c'est en fait faites-vous confiance quoi. C'est ça. Croyez en vous, faites-vous confiance. Si vous avez un ressenti, c'est que vous êtes légitime à le ressentir, donc allez-y et battez-vous quoi. C'est vraiment ça. C'est ça. Et toi, Flora? Eh ben moi, je suis très fière de faire Femme Corpo quand je vous entends parler à votre Grave. petite fille intérieure, parce que moi, j'ai énormément progressé en écoutant d'autres femmes, en écoutant d'autres histoires, que ce soit, j'ai beaucoup écouté de podcasts, mais aussi j'ai eu de la chance dans mes expériences professionnelles de rencontrer plein de gens, etc. Et en fait, il y a des petits bouts de phrases qui m'ont fait progresser, de plein de gens, de plein de trucs. Je sais pas, j'ai créé mon petit panthéon de la Almanach. confiance en soi personnel, où j'ai mis des petits bouts, des petits machins, même les livres aussi beaucoup. Et en fait, je pense que ce qu'on fait est utile parce que s'il y a même 1, 2, 3 femmes qui prennent à un moment, Tellement. tu vois, sur tous les épisodes qu'on fait, juste un bout de phrase qui résonne en elles et qui leur parle, et ben en fait, c'est des outils qui te permettent après d'avancer. Donc pour moi, le dialogue, c'est le meilleur moyen pour l'émancipation des femmes, l'égalité professionnelle et globalement solutionner beaucoup de problèmes culturels qu'on peut avoir. Je crois aussi. Ouais. Et toi, la petite fille, tu Moi, pas c'est il n'y a parlé. pas si longtemps. Mais c'est encore une petite fille, Juliette, donc... Bah, je pense que c'est aussi toutes ces années Tu qui sais te quel âge elle a donnent confiance. Non, dis-moi. 24. 24 et vraiment Et toutes mes dents. tout comme parce que Flora et moi on a le même âge, mais vraiment c'est tout comme quoi. Il y a zéro différence entre nous et toi en Ouais. termes de maturité, Ouais. je trouve.
Bah si, elle a la peau beaucoup plus lisse. La peau, ouais. On n'a La pas peau. encore parlé. On n'a pas encore parlé du physique dans Femme Corpo. Oh, validé. Raison 2, les amis. Eh, Restez avec Sophie, nous. non mais c'est fou parce que cet Éviter. épisode vraiment, bon là j'ai l'impression qu'il se passe un petit moment un peu solennel, mais c'est vrai que même moi là en t'écoutant, j'ai eu des idées par rapport à d'autres projets que j'ai, d'autres Je suis sujets. ravie, je suis Et super vraiment, contente. t'es très inspirante. Ah bah, merci Ouais, beaucoup. Merci. et on a oublié, enfin moi je suis désolée, bah, voilà, je vous le dis, c'est le moment. J'ai un gros problème de cerne et un gros problème de rides anticipées. Alors je pourrais être fière de mes rides parce que ça veut dire que je travaille beaucoup et que j'y mets beaucoup du mien. Mais non, en fait, quand je me regarde dans le miroir, ça me saoule. Florence, c'est à moi que tu dis Et- ça là non mais voilà, mais non mais ça, T'es je sérieuse, pense, là, non mais ou- juste, Ah non bon. justement, on va en parler tout ensemble. Je pense que cette énergie que ça me prend, les hommes, mais au contraire, les rides, c'est beau, ils sont beaux quand ils deviennent mûrs. Eh oui. Enfin, je dis ça entre guillemets. vrai. Ceux qui nous écoutent ne voient pas que depuis tout à l'heure, je mets des guillemets dans mes phrases quand je dis des trucs caricaturaux. Mais ouais, voilà. Bon bah, on Ah pourrait non, mais relancer un il y a- épisode sur Il y le a 18 physique. chapitres. Ouais, En il y tout a cas, des moi, je chapitres. pense que c'est bien normal qu'on se soit fait confiance un peu tard et c'est ça qui nous a construit, qui nous a forgé aussi et qui a peut-être fait construire une certaine humilité, etc. Peut-être, mais tu peux avoir confiance en toi et être humble. Après, je pense que la C'est confiance en deux soi, choses c'est différentes. c'est une découverte aussi de soi. Oui, Et probablement. en fait, on n'a pas la même, on porte pas le même regard sur soi. Plus on grandit avec soi, plus on porte un regard sur nous et donc plus on a des connaissances de nous et du coup plus on peut se faire confiance sur ce qu'on a acquis parce que la confiance c'est aussi des expériences, c'est aussi ce qu'on vit, etc. Donc Je crois que oui, c'est très et joli c'est ce que tu viens important de dire. pour moi en tout cas, c'est important que ça se construise au fur et à mesure. Je suis pas sûre qu'on aurait pu se lever un jour à 10 ans et se dire ça y est, j'ai 10 ans, j'ai confiance en moi. Oui, ça c'est voilà. sûr. Non, non, mais Je pense que c'est raison. un long chemin et c'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, j'en parlais avec ma maman et elle me disait, mais tu sais, même à 60 balais, on sait pas, on a encore plein de choses à découvrir de soi. ah oui, bien sûr. Et on a peur aussi encore. On n'a pas On tota- doute. on n'a jamais totalement confiance en soi. Et surtout, moi, je trouve ça ouf parce que quand on est jeune, on a le sentiment de se dire waouh, je découvre tout, etc. Mais je veux dire, nos mères, nos pères, nos sœurs, etc., ils découvrent aussi pour la première fois ce que c'est d'entrer dans cet âge, de vivre Mais ces grave. expériences-là. Bah, bien On sûr. croit trop que c'est acquis pour eux-mêmes d'être parents, alors Ah que non, c'est puis quand je te même une confirme. vraie découverte. Ah ouais, bah, je te confirme, on découvre La des vie est trucs, une suite de premières fois. Effectivement, le meilleur est à venir. Voilà. c'est ça. Bravo. Merci infiniment. Merci Sophie. Merci Sophie. Merci Sophie.